La première, 19h, 19h30 le samedi, Afrique Hebdo. Ghislaine Kounda. Bonjour et bienvenue dans Afrique Hebdo, votre émission qui décortique l'actualité du continent africain. Avec d'abord cette manifestation en RDC qui a terminé dans la violence. Qui sont ces Congolais dans la rue? Quelles sont leurs motivations profondes? Analyse dans un instant avec deux experts. Manifestation violente aussi aux États-Unis après la mort d'un homme noir abattu par la police. Selon Amnesty International, la couleur de peau mais aussi le port d'armes autorisées explique en partie ces drames à répétition. Comment penser l'Afrique d'aujourd'hui? Que reste-t-il de ce courant de pensée, la négritude? On ne parle plus que de la condition de l'homme noir, mais s'y est ajoutée la condition de l'immigré, les problèmes de ceux qui vont mourir à la Méditerranée, la question même d'être étranger dans un pays qui n'est pas le vôtre. Alain Mabankou nous en parlera en fin d'émission. Afrique Hebdo, 19h, 19h30. sur la première. Une semaine marquée par la violence en République démocratique du Congo. Des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté lundi et mardi en marge d'une manifestation anti-Kabila, faisant au moins 32 morts selon la police, plus d'une centaine selon l'opposition, au moins 200 arrestations. Opposition et autorités se rejettent la responsabilité de ces violences. Le rassemblement formé autour d'Étienne Tshisekedi avait appelé à manifester lundi dans tout le pays pour réclamer le départ de Joseph Kabila le 19 décembre, donc à l'issue de son mandat. Une partie de la population a suivi cet appel. Si nous sommes aujourd'hui dans la rue, c'est parce que, du point de vue constitutionnel, le mandat du président actuel est arrivé à sa fin. C'est-à-dire son préavis commence aujourd'hui jusqu'au 18 décembre et le 19, ça sera la passation du pouvoir. Et à présent, Étienne Tshisekedi appelle à poursuivre le mouvement. On les appelle à se mobiliser parce que c'est la seule forme de pression que nous avons contre le pouvoir. Voilà, on en parle avec Dieudonné Ouamou Oyatamboué, docteur en sciences politiques et actif, notamment dans l'ONG Solidarité Mondiale. Bonjour. Bonjour. Et François Paulet, doctorant à l'ULG et chargé d'études au CETRI, Centre Tricontinental. Bonjour. Bonjour. Alors François Paulet, vous faites un doctorat sur les manifestations de rue en RDC. D'abord, qui sont ces manifestants? Seulement ceux qui répondent à l'appel de l'opposition? Non, pas uniquement, même s'ils sont assez majoritaires. Je dirais que la grande majorité de la population est absolument excédée par la situation socio-économique et par l'évolution de la situation politique. Et une partie de cette population donc va vouloir se mobiliser à réaction à cet appel de l'opposition, même si il ne s'agit pas nécessairement d'une population qui adhère à ces partis d'opposition, mais elle les rejoint dans la critique d'un pouvoir qui veut s'éterniser aux commandes de l'État. Oui, les motivations de la population à descendre dans la rue ne sont pas seulement politiques, c'est aussi social. François Paulet, vous avez d'ailleurs interviewé un jeune chômeur du quartier populaire de Kinshasa. On va l'écouter. 2006, en élection. Après 2006, après les élections, il y a bientôt 10 ans, il n'y a rien eu. Rien au Congo. Les gens ne travaillent pas, ils n'ont pas à manger, ils n'étudient pas, il y a trop de problèmes. Quand le mari ne travaille pas, les mamans doivent aller au coin, vendre ne fût-ce qu'un tout petit rien pour aider les enfants. Mais les militaires viennent pour vous chasser, pour piller, et puis la police aussi. Mais le 19, là, les gens se sont fâchés. Pourquoi? Eh bien parce que le type là, le ministre, il a besoin de toucher à la Constitution. Ce type-là, le ministre, la Vauchab, a besoin de toucher la Constitution. Voilà, interview de François Paulet. C'est ce genre de personnes qui descendent dans la rue? Exactement. Donc, ce jeune homme est assez représentatif de ces milliers de jeunes qui ne sont pas nécessairement des étudiants, bien que beaucoup le sont, qui ne le sont plus nécessairement, qui ne sont pas nécessairement des militants de partis d'opposition, même s'il y en a également, mais qui, effectivement, ont quand même
une lecture politique de la situation sociale extrêmement éprouvante qu'ils traversent depuis de nombreuses années. Et donc, ils font un lien très clair entre la situation de chômage, les difficultés pour étudier, pour se soigner, pour se nourrir, et l'ordre politique en place et en particulier le mandat de Joseph Kabila. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une référence qui est faite à la Constitution par beaucoup de ces jeunes. Il y a une forme d'appropriation de ce qui pourrait être considéré comme une forme de patrimoine commun, qui est un garde-fou qu'il faut absolument conserver parce que c'est le dernier espoir pour amener une rotation du pouvoir politique et pour ouvrir vers potentiellement un pouvoir qui soit davantage attentif aux besoins de la population. Est-ce qu'on revit la même chose qu'en janvier 2015, donc lorsqu'un projet de loi, un projet de loi électorale contesté avait donné lieu à 3 jours d'émeutes anti-pouvoir ? C'est quelque chose d'assez semblable, effectivement, parce que je pense que dans l'esprit de la population, il y a une ligne rouge qui est franchie. Il y avait une ligne rouge qui avait été franchie en janvier 2015 lorsque on avait tenté de faire passer une loi qui allait subordonner les élections à un recensement qui allait prendre plusieurs années. Ici aussi, la population comprend que lorsque la CENI ne convoque pas le corps électoral pour les élections, cela veut dire qu'on s'achemine vers une prolongation d'un ordre politique dont elle ne veut absolument plus. Dieudonné Ouamou Oyatambwe, la stratégie d'Étienne Tshisekedi, son appel à poursuivre les actions, est-ce que ça peut encore apporter une solution autre chose que de la violence ? Aujourd'hui, ce qui est très déplorable, c'est que l'espace politique est géré d'une manière telle que même des manifestations ordinaires comme celle-ci dégénèrent dans la violence. Si je prends le dernier mandat de Kabila depuis 2011 avec les contestations post-électorales jusqu'à aujourd'hui, toute forme de contestation a fait l'objet d'une répression violente et c'est chaque fois des dizaines de milliers de morts. Et visiblement, c'était préparé puisque Kabila a même envoyé, c'est ce que disent de nombreux manifestants, des milices du sud Soudan, armées de machettes et d'armes blanches. Et Joseph Kabila ne montre aucun signe, d'ailleurs, de vouloir abandonner son poste alors que la Constitution lui interdit de se présenter. Est-ce que ce chaos est délibérément organisé par Joseph Kabila ? On peut dire que c'est une stratégie de chaos qui profite au pouvoir en place. Il y a une sorte de désordre organisé qui fait que, finalement, ça semble participer d'une stratégie de gestion du pouvoir. Ce que je remarque aussi, c'est que malgré l'accumulation des bévues, des répressions inutiles, il n'a jamais sanctionné les responsables de ces violences-là. Et malheureusement, même cette fois-ci, j'ai vu, par exemple, le simple communiqué diffusé par la présidence, par le directeur de cabinet du président, qui, de mon point de vue, est quand même le minimum, moins même que le minimum attendu. Donc je crois qu'il y a des moments où, en tant que chef de l'État, le président Kabila devrait clarifier les choses, en tout cas prendre la parole et se montrer au moins compatissant vis-à-vis du peuple qu'il est censé sécuriser. Et dans l'état actuel, j'ai l'impression que ça lui dit pas grand-chose qu'il y ait autant de bévues, de massacres à répétition. Oui. Et cela est très déplorable. François Pollet, face à un Kabila aussi déterminé, qui semble n'avoir peur de rien, quel poids a cette population dans la rue ? C'est une grande question. Il est difficile d'y répondre. Est-ce que l'on va vers un scénario à la burkinabé où la masse populaire a fini par faire fléchir un pouvoir largement délégitimé, ou est-ce qu'on va vers un scénario à la Burundi où, malgré la présence de milliers, de dizaines de milliers de personnes dans la rue, la stratégie répressive l'a emporté. Je ne saurais pas répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les deux camps, l'opposition d'une part et le pouvoir de l'autre, sont absolument déterminés. Donc, alors quoi, on entre inévitablement dans une période de violence jusqu'au 20 décembre au moins ? On rentre dans une période de trouble, très certainement. La situation va être fort mouvementée dans les semaines à venir. Ce qu'il y a, c'est que dans la Constitution actuelle... Ou alors un dialogue. Dans la Constitution actuelle, il n'y a plus de solution à ce qui se profile à l'horizon. Parce qu'on arrive à la fin d'un mandat qu'on ne peut pas prolonger et il n'y aura pas d'élection, il n'y a pas de possibilité de les organiser. Donc le dialogue, il est nécessaire, il est incontournable. Il faut arriver à un dialogue qui accouche d'un autre compromis politique. Avec un médiateur, on sait que l'ONU, Washington, la Belgique, la France demandent au gouvernement d'organiser au plus vite l'élection présidentielle. C'est une solution pour une médiation ? Les instances
internationales peuvent aider, peuvent accompagner le processus, mais sachez qu'aujourd'hui, ceux qui se soulèvent à Kinshasa ou ailleurs, ils n'attendent pas forcément les points de vue des instances internationales. Ils ne répondent pas forcément à des appels de l'opposition. Il y a aussi cette volonté, surtout de la jeunesse congolaise, de vivre autre chose que ce qu'on a vécu jusqu'aujourd'hui, de faire aussi l'expérience d'alternance démocratique, de pouvoir aussi sanctionner les dirigeants, de dire voilà, vous n'avez pas été en mesure de prévoir les scrutins électoraux dans les délais constitutionnels, on vous sanctionne aussi. Il y a cette volonté de la population d'exercer son pouvoir en fait. Le vrai enjeu, il est là. François Apollet, vous vouliez ajouter quelque chose ? Aujourd'hui, quelque part, les deux camps sont en faveur d'un dialogue. Mais le problème, c'est que le dialogue qui est avancé depuis plusieurs mois maintenant par le camp présidentiel est un dialogue qui est largement biaisé en faveur de la prolongation du pouvoir de Kabila. Donc même si tout le monde est conscient aujourd'hui que les élections ne sont pratiquement plus organisables dans les temps, mais alors vers quel type de transition s'achemine-t-on ? Et donc il faudra effectivement un dialogue pour organiser les élections et organiser la gestion du pouvoir pendant cette transition, mais qui aura le dessus au sein de l'équipe qui va gérer ce dialogue ? C'est ça la grande pierre d'achoppement aujourd'hui. Si le pouvoir ouvrait véritablement le jeu au sein de ce dialogue, il y aurait une chance qu'il y ait une décrispation et que l'opposition de l'UDPS s'y implique. Mais étant donné que ce dialogue a pour unique but aux yeux de la majorité de mettre en place les conditions de la pérennité du pouvoir de Kabila, ouvrir pleinement le jeu, c'est quelque part faire une croix sur cet objectif. Et donc c'est difficile. Donc c'est difficile. Donc quelle est la solution dans les prochains mois ? Mais j'ai vu, il y a dans la société civile, notamment dans les rangs de l'Église catholique, tout ça, il y a des propositions qui sont faites. Dire voilà, on veut une transition qui soit très limitée dans le temps, avec un calendrier électoral qui soit assez précis, et que le président en place s'engage ouvertement à ne pas se représenter à la fin de cette transition-là. Et je pense que malgré le fait qu'on déplore tant de morts pour rien, c'est quand même important ce signal qui est envoyé aux dirigeants politiques ou à des dirigeants tout court, de savoir que non, tout ne leur appartient pas au Congo et que le pouvoir finalement appartient au peuple et que le peuple peut revendiquer une autre façon de gérer le pays. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Et cet embrasement dans les rues de Kinshasa a largement été commenté dans la presse, Nicolas Van Henskrik. Oui, le coup de colère d'une partie de la population quinoise début de semaine n'a évidemment pas échappé à la presse. Un Congo que la Libre Belgique voit sombrer dans le chaos. Étrangement, après 48 heures de violence dans la capitale, le soir, lui, ne relayait qu'une large photo en dernière page. Pour Libération, Joseph Kabila se pose en maître du temps, lui qui tente par tous les moyens de s'imposer encore pour un nouveau mandat de président. Pour sortir de ce chaos, il n'y a qu'une voie, juge la Libre, il faut négocier, et cette fois avec tous les tenants de la vie politique congolaise. Le problème, c'est qu'il n'y a plus personne pour reprendre la main. La défiance s'est mue en haine entre majorité et opposition, et personne, dans aucun des deux camps, n'est prêt à faire le premier pas. Alors la Libre ne voit plus qu'une institution congolaise capable de s'interposer, l'Église. Mais son calendrier est serré, note Le Quotidien, et sa marge de manœuvre plus qu'étroite. Et à cette crise électorale répond à une autre crise, celle qui secoue actuellement le Gabon depuis la réélection très contestée d'Ali Bongo. L'Obs, cette semaine, s'interroge. Comment la France a-t-elle perdu le Gabon ? Réponse toute simple, en ne voyant pas arriver la crise de ce qui fut autrefois le pilier de l'un de ses précarés. Or, bien sûr, les relations Belgique-RDC ne sont pas celles de la France-Afrique, mais ce dossier de l'hebdomadaire français ne manque pas de faire réfléchir, car il va bien plus loin que la seule scène gabonaise. Il y a eu côté français une improvisation totale, juge un ancien de la diplomatie. Improvisation et même désertion. La diplomatie a déserté l'Afrique, dit-il. Qu'on se rappelle que par deux fois la France s'est engagée militairement sur le sol africain et l'on ne pourra donner tort à cette analyse. D'autant qu'en guise de conclusion, lorsqu'un diplomate français demande à un collègue gabonais ce qu'il attend encore de la France, la réponse est cinglante, rien. Merci beaucoup Nicolas Van Henskrik.